Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. La crise du Covid-19 a modifié nos habitudes culturelles. Faute de concerts, de cinéma parfois à l'arrêt, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir privilégié la lecture ces derniers mois. On fait le point ce matin. Mais d'abord, comme il est de coutume dans notre émission, nous partons retrouver Evan. Evan qui est aujourd'hui à Saint-Brice-en-Cogle. Bonjour à tous, salut Anne Fanté. Je compte sur toi pour venir faire un tour ici au Rocher-Portail cet été. Ça se situe à 2 pas entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Et bien sûr, on peut visiter le château, mais on peut aussi visiter ses jardins. D'ailleurs, on va les mettre en lumière toute la matinée avec vous, Manuel. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, lourde tâche, l'histoire de ce château en 20 secondes. Alors, le Rocher-Portail est un des grands châteaux bretons de la fin Renaissance, construit sur les bases d'un château médiéval. Et il a eu la chance d'avoir conservé tout son mobilier d'origine, donc les visiteurs peuvent admirer. Et depuis 2016, on travaille durement pour reconstituer aussi ces jardins qui sont également classés monuments historiques. Alors 2016, c'est la date où vous êtes arrivé ici. Justement, comment est-ce que vous avez réussi à recréer ces jardins dans lesquels nous sommes? C'était un champ au début. Alors effectivement, c'était un champ, donc un parterre avec un potager clos de mur et un bois derrière. Alors la volonté des monuments historiques et que j'ai dû suivre également, c'était d'abord de commencer à faire des fouilles archéologiques, des sondages archéologiques. Et en complément, on a la chance d'avoir 2 bénévoles archivistes qui ont fait des recherches historiques sur les documents pouvant exister décrivant les jardins. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors là, c'était une grande chance. Ils ont trouvé aux archives départementales un parchemin, un peu un grimoire comme Harry Potter. Avec une formule magique. Oui, avec une formule magique. Ben, pour nous, c'était magique parce que c'est très rare en France. Ils ont donc ce parchemin décrit et détaille tous les jardins tels qu'ils étaient donc, à la fin de la Renaissance. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour l'histoire et la reconstitution de ce jardin. Donc la caractéristique d'un jardin Renaissance, quand on n'est pas quand on n'est pas expert sur le sujet, c'est quoi? Alors la Renaissance, c'est on découvre les nouveaux mondes, donc on s'ouvre sur la nature. Alors là, en fait, ici nous sommes dans le parterre seigneurial, c'était pour se balader, la pergola qui va être couverte de charme pour se promener à l'ombre et des chambres de charme, on parle de cabinets, pour discuter discrètement tout en jouant. On adorait jouer, c'est ça vraiment les jardins de la Renaissance. C'est avant les jardins à la française avec les grandes perspectives et les grandes eaux. Mais là, c'est un des rares jardins Renaissance historiques en France, avec vraiment une réalité historique. Et alors, ce genre d'arbre là, je sais alors, pas. l'if, donc on parle de l'artauquière. Donc en gros, c'était pour aussi donner des perspectives. Alors l'if, on peut le tailler en différentes formes. Celle-ci, elle est en cône, on le taille en nuage, en différents. C'était un petit peu qui était complété par des sculptures. C'était pour embellir ces beaux jardins. Ouais. Et donc vous le disiez, ces jardins, tout comme le château, sont classés monuments nationaux. Voilà, ils sont classés, donc ça c'est une chance et on a un devoir effectivement de montrer aux visiteurs justement ces jardins historiques et dans le respect de la tradition. Et il y a même une fontaine pour venir prendre un peu l'air. Alors là, elle n'est pas allumée parce qu'il fait un peu frais. Oui. Mais dès que les beaux jours reviendront, on pourra en profiter. Ça, c'est crucial, la fontaine au centre du jardin, du parterre. Il y en aura une autre donc, dans le potager. Mais ça, l'eau, c'est signe de vie et dans un jardin également. Et bien justement, le potager, on va s'y retrouver dans quelques minutes puisque vous êtes en train d'y replanter des variétés rustiques. On va en apprendre plus avec votre femme qui vous aide dans ce projet. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et place à notre dossier du jour. En cette période encore troublée par le Covid-19, le livre continue de faire de la résistance, comme vous allez le voir dans ces images. Je me suis avalé 6 bouquins depuis le début du Covid. Ah bah dis donc, toi qui d'habitude avais du mal à en lire un seul. Le secteur du livre a été épargné par la crise. Avec une légère baisse de 3% de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, comparé au moins 65% du cinéma ou au moins 85% du spectacle vivant, il s'en sort mieux que d'autres secteurs de la culture.
Et le livre numérique connaît un essor important, plus 361 000 acheteurs d'e-books entre les 2 confinements. Pendant la crise sanitaire, la lecture a même été plébiscitée par les Français. Lors du premier confinement, 30% déclaraient avoir lu plus que d'habitude. Et excellente nouvelle, c'est chez les 18-24 ans que la lecture a le plus gagné en popularité. Le livre, pour les Français, c'est sacré. Face aux difficultés des libraires, ils ont joué le jeu du click and collect. Et à Noël, ils ont choisi d'offrir des livres. Et bonne nouvelle, après des mois de revendications, les librairies sont désormais reconnues comme un commerce essentiel. Une belle victoire pour la culture. Et on poursuit la discussion ce matin avec Daniel Leteuf. Bonjour, vous êtes le directeur de Copbraise qui produit et diffuse les artistes et auteurs d'inspiration bretonne. Patricia Merrier-Martin, vous êtes libraire à Saint-Malo. Bonjour. Et Sophie Adriensen, vous êtes autrice de BD. Vous venez de publier La Remplaçante aux éditions First, une BD sur le postpartum. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'année 2021 est encore très particulière, disons-le. Maintenant, avec un an de recul, est-ce qu'on peut dire finalement, Daniel Leteuf, que le livre ne s'en sort pas si mal ? On peut dire ça, après une année compliquée, fractionnée, surtout un printemps complètement catastrophique, avec des librairies fermées, des activités arrêtées. La saison été, en Bretagne, qui est si importante, a été l'occasion de redémarrer en fanfare. Deuxième confinement à la rentrée, au mois de novembre, ça a été moins difficile que le premier, puisque le click and collect qui a été évoqué s'était organisé. Il y avait pas mal de plans B qui se sont mis en place. Et la fin de l'année a été l'occasion, et là le reportage le dit aussi très bien, pour les Français, les Bretons, de se lâcher un peu et de soutenir leur librairie, et de soutenir par là les auteurs, les éditeurs. Et ce début d'année le confirme. On est sur une vague d'engouement vers la lecture. Et ce retour en grâce, il reste à confirmer quand même ? On croise les doigts, comme le livre a été une valeur refuge toute l'année dernière et encore en ce début d'année, puisque faute de possibilités d'évasion, plus de possibilités d'aller au cinéma, au spectacle, au théâtre, d'aller danser, tout ça. Donc le livre a été une valeur refuge. On espère qu'une partie significative des personnes qui ont redécouvert le plaisir de lire va conserver cette passion. Patricia Merrier-Martin, en préparant cette interview, vous m'aviez dit « Je n'ai pas chômé cette année », contrairement à ce que l'on pense. Depuis le printemps dernier, moi j'étais une des rares à avoir pu ouvrir au printemps parce que j'ai un petit peu de presse. D'accord. Et c'est vrai que par rapport à mes collègues, au départ, ça m'a mis dans une situation un petit peu embarrassante. Mais j'avais tellement le plaisir de voir les gens pouvoir acheter un livre, acheter des classiques. Nos meilleures ventes, ça a quand même été La Peste et Le Hussard sur le toit. Et c'est vrai qu'on a eu une période très particulière parce qu'on n'avait pas de livraison, pas de commande. Pendant 1 mois et demi, tout s'est arrêté. Ça, on l'a un petit peu oublié. Tout était vraiment bloqué. Et alors, les gens ont pris forcément ou dans leur bibliothèque ou dans les rayons, forcément, de la librairie, sur les tables, mais ils sont venus beaucoup aux classiques aussi. Le deuxième confinement, c'était différent. Il y avait l'échéance de Noël. Et là, il y a eu beaucoup de commandes en ligne. On a mis en place, le téléphone, ça a fonctionné. Beaucoup de click and collect. Et là, on a retrouvé un rythme. Et l'échéance de Noël, c'est vrai que les gens ont peut-être eu peur de ne pas pouvoir faire leurs achats, leurs cadeaux avant Noël. Et ça a été quelque chose de phénoménal. Et là, c'est vrai que depuis le début d'année, ça reste assez correct par rapport aux dernières années où il y a toujours un petit creux de vague après Noël. Là, c'est plutôt bien. Alors, j'espère qu'ils garderont cette habitude. On l'espère pour vous. Et surtout, de découvrir l'univers d'une librairie. Et c'est vrai que ça, c'est important même pour les jeunes. Le conseil. Alors nous, en tout cas, on a reçu beaucoup de témoignages de nos téléspectateurs. On va écouter Romane qui nous raconte un petit peu son nouveau rapport avec le livre. J'ai vu une différence de mon rythme de lecture, de mon envie de lecture également. C'est un peu grimpé de façon exponentielle parce que je pense que la lecture m'a vraiment servi de barrière contre l'ambiance très anxiogène qu'on a pu vivre cette dernière année. Ça m'a vraiment permis de me plonger dans un univers différent, m'a permis de retrouver mes lectures doudou, de retrouver des personnages et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Des témoignages comme celui-ci, Patricia Merrier-Martin, vous en entendez souvent ? Alors souvent, et une petite problématique, c'est sur le problème de la concentration. Alors les gens avaient envie de lire, achetaient des livres, mais quelquefois me disaient «
me faut quelque chose de facile parce que j'ai des problèmes de concentration. Et ça, c'est revenu souvent dans les discussions. Et alors, les échanges dans les familles aussi ou entre amis, des clubs de lecture ou des gens qui ont tout d'un coup redécouvert ce que c'était un livre et puis les moments passés, l'évasion aussi, et pouvoir en discuter les uns avec les autres, en parler, et puis surtout s'évader de tout ce contexte vraiment morose et stressant. Daniel Le Teuf, à quoi tient finalement l'impact limité de la crise sur le livre ? Est-ce que c'est la volonté politique des lecteurs de soutenir les libraires, les filières comme les vôtres, ou bien c'est parce que c'était le rare loisir culturel possible ? Je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu des deux. Notre maison d'édition est bretonne, ça veut dire qu'on est sur un territoire déjà qui est assez favorisé en matière de politique territoriale sur le soutien aux libraires, sur le soutien aux éditeurs. Donc de longue date, déjà, il y a tout un accompagnement avec une population très qui maîtrise et qui conserve cet attrait sur la lecture. Donc on était peut-être, nous aussi, un peu plus à l'abri que les autres à l'ouest de la France pour conserver une attractivité sur le livre. Et puis derrière ça, je parlais tout à l'heure de valeur refuge, il n'y avait plus possibilité de voyager. Le meilleur instrument de voyage, le moins cher, est celui sur lequel on peut vraiment passer des heures et ne plus être là tout en étant dans son salon, c'est le livre. Et c'est évident que dans cette période où les gens souffraient mentalement, plutôt que de consommer des images toutes faites, on avait recours à un livre et on se crée son propre paysage, son propre panorama en suivant des histoires passionnantes. Patricia Marie-Martin, qu'est-ce que ça a représenté pour vous le jour où on a reconnu enfin que les librairies étaient un commerce essentiel ? C'était symbolique, c'était important ? Alors c'était important aussi, moi j'ai pensé à cette nouvelle génération de libraires qui arrive, des gens qui sont formés tous les ans, et je me suis dit que c'était très rassurant pour eux parce que c'est vrai que le contexte économique depuis quelques années était difficile. Il y a le e-book, il y a Internet, il y a Amazon, enfin toutes ces grosses problématiques. Et moi, j'ai pensé à ça, à cette idée qu'un métier essentiel, ça allait conforter les gens aussi dans les formations des métiers du livre. Parce que ça représente beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, qui sont formés et qui ont les vocations, parce qu'il faut vraiment avoir des vocations pour travailler dans nos métiers. Mais ça a été une de mes premières pensées. Alors oui, bien sûr, la reconnaissance, on est toujours satisfait d'être reconnu. Après, moi, je suis dans un cœur de ville où je suis là depuis longtemps et les gens, j'ai beaucoup de soutien, de gens fidèles, de familles fidèles. Et c'est vrai et des nouveaux clients qui arrivent en ville, mais c'était une de mes premières pensées, c'était pour ces jeunes-là quand même. C'est très important pour moi. Et Sophie Adriaensen, en tant qu'auteure, comment vous avez vécu cette période, cette année un peu folle ? Est-ce que ça a été le moment de créer à tout va ou est-ce que vous avez eu, comme pour certains, le syndrome de la page blanche, impossibilité de lire ? Alors déjà, j'ai eu plus de temps que d'habitude parce que pas de salon du livre, moins d'interventions dans les écoles, parce que je suis souvent invitée pour mes livres jeunesse. Là, il y a quand même eu toute une période, une partie de l'année où il n'y avait évidemment plus rien puisque les écoles et les collèges étaient fermés. Et puis le même rapport, la personne dans le témoignage parlait de refuge. Moi, j'ai eu le même rapport dans l'écriture. Donc pour me protéger de la dureté psychologique en fait que je ressentais par rapport à la situation, je me réfugiais dans les textes. Donc en fait, j'ai créé plus que d'habitude l'année dernière. Pensez-vous que le Covid va avoir un choix sur les choix éditoriaux futurs, Daniel Le Teuf ? Est-ce qu'on va s'imprégner, s'inspirer du Covid dans les prochaines œuvres littéraires ? C'est déjà dans l'air du temps. Il y a pas mal de littérature autour du confinement. Personnellement, moi, j'ai préféré inviter mes éditrices à nous trouver des sujets d'évasion pour tourner la page, mais ça a été vraiment... il y a eu beaucoup d'écriture déjà sur des journaux de confinement. Ouais. Quel est votre avis là-dessus, Patricia Marie-Martin ? Beaucoup d'écriture, parce qu'en fait, il y a un petit cri d'alarme des éditeurs dans ce qu'on entend qui disent « Stop, arrêtez de nous envoyer des Oui, c'est ce que vous me disiez également, Daniel Le Teuf. Et même moi, à la librairie, je veux dire régulièrement, pas tous les jours, mais très régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « J'ai écrit un livre ». Beaucoup se sont autorisés à écrire, mais pourquoi, selon vous ? Et qui s'auto-éditent. Donc là, je sais pas, besoin de parler, de aussi partager peut-être des expériences. Et il y a une grande liberté peut-être derrière
la possibilité d'écrire. Vous aussi, Daniel Le Teuf, vous me disiez, vous croulez sur les manuscrits, sous les manuscrits. On a dû même fermer les robinets, nous mettre sur notre site internet, stop, nous ne pouvons plus accueillir de nouveaux manuscrits, puisque comme beaucoup de maisons d'édition nationales, on est obligé déjà de traiter ce qu'on a reçu toute l'année dernière. Il y a eu un gros désir d'introspection de la part des Français. Et il y a de la qualité à l'intérieur, mais comme il y en a beaucoup plus de proposés, ça rend l'exercice aléatoire. Ça vous surprend, Sophie Adriaensen ? Non, vous dites un désir d'introspection. Je pense qu'effectivement, il a toujours été là, sauf que là, les gens ont eu en plus le temps pour le mettre à exécution. Donc ça ne m'étonne pas que ça se traduise par un afflux de manuscrits jusque dans les librairies, directement, je veux dire. Alors, on a beaucoup de questions sur cet engouement autour du livre. On va écouter cette question de Patricia. Bonjour, je suis Patricia, passionnée de lecture en tout genre que je partage sur les réseaux sociaux afin de créer des échanges et des discussions. Et j'ai remarqué que la crise a bien aidé à développer le goût de la lecture chez beaucoup de personnes. En effet, c'est un des rares accès à la culture et à l'évasion ces derniers temps. Du coup, je m'interroge. La crise passée, cet engouement va-t-il perdurer ? Et comment va-t-on encore attirer des gens sur ce loisir alors qu'ils auront accès à tant d'autres ? Voilà, j'attends vos réponses. Que répondre à Patricia Martin ? Alors moi, les livres, j'ai toujours lu. Donc en fait, c'est peut-être un peu moins pendant le confinement, curieusement. Mais moi, je pense que les gens qui ont découvert, faut aider quelquefois les gens. Il y avait peut-être quelques petites incertitudes et puis passer le pas de la librairie, entrer et puis s'apprivoiser un petit peu, de se dire écouter le conseil de la libraire ou échanger aussi. Moi, j'ai des clients qui me font découvrir des univers, des auteurs. Donc c'est un perpétuel échange, mais c'est vrai que c'est un petit peu le challenge quotidien dans nos métiers, c'est de continuer et de donner envie aux gens de revenir et de continuer leur lecture. Alors pensez-vous que cette crise sanitaire va profondément bouleverser les habitudes des lecteurs, Daniel Le Teuf ? En plus, vous êtes sur un secteur de niche, hein. Vous faites des beaux livres sur la Bretagne. Comment continuer en fait à attirer le lecteur ? C'est le pari du renouvellement, de l'adaptation, et de l'adaptation aussi aux nouvelles générations. On ne peut pas proposer des livres qui ont l'allure d'il y a 20 ou 30 ans. Donc le contenu, on a de la chance en Bretagne, on vit dans un livre. J'ai toujours tendance à le dire. Partout où on se balade, il y a des pages d'histoire, il y a de la mythologie. Et donc c'est à nous, éditeurs, avec nos auteurs, et avec nos libraires, de créer cette chaîne de séduction, parce que la matière est inépuisable. Par contre, ce sont les entrées, les aspects, les présentations, les couvertures qui doivent être mises au goût du jour. Et c'est quoi la recette de cette chaîne de séduction dont vous parlez ? Parce que chez nos confrères de TVRN, vous avez dit l'essentiel, c'est de préparer le coup d'après. C'est quoi le coup d'après, finalement ? C'est de se mettre en position de... Madame le disait très bien, quand un livre est sorti, elle en a déjà entendu parler depuis des mois. Nous, c'est pareil, on travaille sur l'hiver de 2021 et sur le printemps 2022. Donc, on est déjà en train de se dire comment on va pouvoir raconter nos histoires sous de nouvelles formules avec de nouveaux auteurs ou des auteurs actuels. Donc, c'est cet exercice de voir un peu plus loin. Et tout en étant là je vais parler d'entreprise, dans une maison d'édition qui est une entreprise qui est dans l'urgence du quotidien, dans les urgences financières, etc. Mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui va plaire à nos lecteurs et à nos futurs lecteurs l'année prochaine. En parlant de futurs lecteurs, on va parler de la jeunesse. Autre tendance qu'on a constatée ces derniers mois, l'essor des livres de jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, vous, dans votre librairie, Patricia ? Alors moi, j'ai beaucoup de demandes. Le créneau ado, j'ai pas trop cette clientèle-là. Je vends beaucoup pour les petits, la petite enfance et puis jusqu'au CP, quoi, en fait, l'apprentissage de la lecture. Là, j'ai énormément de demandes. Et il y a par contre une modification là, dans les derniers mois que j'ai pu remarquer autour de la BD. Et en fait, il y a beaucoup d'adaptations de romans qui ont eu du succès et qui sortent en adaptation BD. Et ça, c'est un autre public encore moins jeune peut-être, où on peut amener des lecteurs de BD. Moi, j'ai eu quelquefois des personnes âgées à qui j'essayais de vendre et puis de convaincre de lire des BD parce qu'elles disaient « c'est pas pour moi la bande dessinée ». Alors que non, la BD, on peut avoir un magnifique roman revisité en bande dessinée. Sophie Adriaensen, le fait que la BD, c'est plus pour les jeunes et moins pour les adultes.
Oui, mais c'est parce que aussi la BD a évolué et qu'il y a des romans graphiques. Les codes de la BD belge classique ont explosé. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des BD pour tous les types de lecteurs, finalement, avec des dessins différents, avec des narrations différentes. Et il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et sur ce public jeunesse, c'est un créneau sur lequel vous vous engagez? C'est un terrain sur lequel vous allez? Nous avons un label jeunesse qui s'appelle Beluga, qui est l'anagramme de Bugalé, donc enfant en langue bretonne. Et on est très fort là-dessus. Il y a un creux dans la pyramide des âges, c'est l'ado de 14 à 17, 18 ans. C'est vrai que là, on les perd un peu. Ils sont happés par leur smartphone et par d'autres préoccupations. On est tous passés par là, en tout cas moi, personnellement. Et on les retrouve. Donc, alors, ce qui serait génial, c'est de trouver l'outil livre qui peut les maintenir dans le circuit de la lecture. La BD en fait partie. Mais les ados lisent sans arrêt. Ils sont à l'école, ils sont sur leur smartphone, ils sont sans arrêt en train de lire. Donc, et on les retrouve avec le jeune adulte et avec le roman graphique et le roman un peu plus classique ou sérieux par la suite. Alors, il nous reste 1 minute. Quelques conseils de lecture pour ceux qui ont envie de s'évader. Daniel Le Teuf. J'en ai 4, ça va être rapide. Rapide. Du côté Cobbraise, on sort le Vendée Globe du roi Jean Le Cam, une petite pépite humoristique dessinée avec Manu Gavard. Excellent. On sort parce que le Tour de France va passer 4 jours en Bretagne au mois de juin, fin juin. Les champions bretons du Tour de France, écrit par Jean-Paul Olivier, journaliste sportif qu'on ne présente plus. On sort un magazine pour la première fois, on tente cette année, même si c'est difficile, un magazine sur la nature en Bretagne qui s'appelle Glaze, qui est une merveille et qui démarre très bien. Et on sort chez Beluga, notre label jeunesse, voilà une piste pour les ados. Un merveilleux conte, moi je le qualifie, j'ai entendu parler d'Harry Potter tout à l'heure, mais peut-être du futur Harry Potter breton. Et j'invite tout le monde On lui souhaite au moins le succès d'Harry Potter. Un dernier livre, il nous reste quelques secondes. Mon coup de cœur actuel, là, c'est Yann Manouk avec L'Oiseau bleu d'Erzegrum, qui est un roman historique et familial sur le génocide arménien. Magnifique roman. Merci beaucoup. On va marquer une pause avant de revenir en profondeur sur votre BD, Sophie Adriansson, La remplaçante, parue aux éditions First. On va retrouver dans quelques minutes Evan, ou c'est à Evan en fait, tout de suite. Dame Enfante, bienvenue dans mon humble demeure. Oui, je suis au Rocher Portail et je me suis pris pour le Seigneur. Mais je vais arrêter tout de suite parce que les vrais propriétaires, c'est vous. Manuel, on vous a déjà vu tout à l'heure, m'a dit bonjour. Bonjour Evan. Alors, on a vu vos jardins Renaissance qui viennent de sortir de terre, enfin, il y a plus d'1 an maintenant. Et en fait, on va aussi maintenant parler du potager dans lequel on se trouve. Je vous laisse nous donner un peu l'histoire de ce potager. Manuel, l'histoire, c'est ton tour. Ce potager a été construit en même temps que le château, comme le parterre seigneurial. Alors, potager clos de mur, c'était pour mettre les fruits et les légumes à l'abri des rongeurs et également aussi d'avoir un microclimat, une chaleur pour que les fruits se développent bien. Donc, vous avez retrouvé des plans par des fouilles et aux archives départementales, ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Donc, vous avez pu recréer ce potager quasiment à l'identique. C'est un travail de titan. Comment vous faites ? Les bénévoles, grâce à eux, ils sont là aujourd'hui. Donc un travail de groupe, on se réunit 1 fois par mois minimum, en convivialité. Et voilà. Aujourd'hui, nettoyage du mur, les amis du Rocher Portail. Désherbage à la main puisque c'est bio. Ah oui, tout est bio, et ça on y tient. Alors justement, venez avec moi parce que ici, on se permet de le faire parce que les arbres sont petits, on enjambe. Ici, il y a des pommiers, poiriers, je ne sais pas. Alors qui sont taillés comme à l'époque. Voilà, on parle d'espalier. Donc en fait, on taillait l'arbre fruitier pour que le fruit puisse bénéficier du maximum d'ensoleillement, comme dans le potager royal de Versailles. Et c'est une technique qui est ancestrale, qui était déjà connue au Moyen-Âge. Et là, on met tous nos poiriers et nos pommiers en espalier qu'on forme au fur et à mesure pour que le fruit bénéficie au maximum de l'ensoleillement. Bon, on continue un petit peu la visite parce qu'il y a pas mal d'autres choses à voir. On m'a dit que vous avez planté plein de fleurs aussi ici. Oui, des plantes vivaces, des plantes comestibles, puisque c'est un potager aussi bien nourricier mais aussi ornemental. Il faut que ce soit joli. Donc un mélange de tout, avec l'aide également des élèves du lycée Saint-Exupéry, l'école d'horticulture de Rennes. D'accord. Où on a déjà été aussi, décidément. Et est-ce que vous avez essayé de retrouver des variétés de légumes ou de fleurs qui étaient là à l'époque
à l'époque du château. Oui, effectivement. Alors, ce que le parchemin aussi nous apprend, ce qui est étonnant pour la Bretagne, c'est qu'il y avait des amandiers, des abricotiers. Hein, donc, ça surprend nos visiteurs quand on leur explique ça. Et les variétés, aujourd'hui, ça redevient un peu à la mode. En fait, on constate que nos variétés anciennes, ancestrales, sont plus résistantes que les nouvelles variétés. Donc, on essaye, donc, bien sûr, de replanter ces variétés anciennes, tout en aussi ajustant le goût aujourd'hui de notre époque. Hein. Donc il faut des fruits sucrés, mais quand même, si possible, anciennes. Est-ce qu'on peut imaginer voir des abricotiers bientôt dans les allées des jardins du Rocher-Portail ? Ah oui, alors l'année dernière, déjà, ouais. L'année dernière, on a eu le premier abricot. Alors c'est moi qui ai eu le privilège de le manger. Mais et pour le reste, les légumes, on les a mis à disposition des visiteurs. C'est ce que j'allais vous demander. Les melons, les aubergines, concombres. On avait à peu près une brouette tous les jours qu'on distribuait aux visiteurs. Donc c'est vrai que ça nous a fait plaisir. Hein, l'idée aussi, c'est de sensibiliser, parce qu'on revient aux anciennes techniques, mais voilà, aussi ces potagers historiques qui avaient disparu au XXe siècle, on les retrouve et on retrouve aussi tout un art du jardinage. On parle aujourd'hui à l'ancienne, on parle de permaculture sans traitement, mais en fait, on essaye de reconstituer ce que nos anciens faisaient depuis des siècles. Bon, quand on vient visiter le château du Rocher-Portail, non seulement on passe un super moment, et on peut repartir avec des légumes. Donc encore une bonne raison de venir. Et en plus, on peut même s'amuser, faire du cricket, manger des glaces et plein d'autres activités qu'on va aller tester dans un instant. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. C'est un livre qui entre en écho avec le vécu de beaucoup de mères. La remplaçante, c'est le titre de votre dernière BD, Sophie Adriensen. Alors ça parle postpartum, hein. Un sujet, disons-le, encore très tabou en 2021. Ben oui, en fait, on parle de plus en plus de l'accouchement, mais ce qui se passe ensuite, on a tendance à considérer que tout doit forcément aller bien à partir du moment où l'enfant est là et qu'il va bien. Et dans cette BD, j'ai voulu parler des aspects physiques ou psychologiques moins évidents, simplement pour dire que c'est pas grave, que effectivement beaucoup de mères passent par là. Et que être au courant, ça peut permettre de mieux s'y préparer. D'ailleurs, on parle toujours du 4e trimestre, mais finalement, ça dure parfois plus longtemps que 3 mois, ça dure parfois quelques années. Le problème, justement, ce sont ces injonctions. Et alors, parfois, on parle de 4e trimestre pour dire c'est 3 mois. Parfois, on dit le corps met 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour s'en défaire. Mais en fait, le postpartum de chaque femme dure le temps qu'il faut. Il y a une temporalité pour chaque femme. Et c'est aussi ça que j'ai voulu faire avec cette bande dessinée, dire chacune fait de son mieux. Il y a un rythme à trouver pour chacune et tout va bien. Alors l'histoire de Markéta, est-ce qu'elle est finalement indirectement inspirée de votre vécu ? Parce que Markéta, c'est une maman qui devient maman, qui découvre déjà dès l'accouchement à la maternité qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé et qu'elle est finalement en décalage constant avec son compagnon, avec les équipes soignantes, et puis plus tard avec ses amis, sa famille et son entourage. Elle est en décalage et elle ne se sent pas du tout à la hauteur. Et c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti à la naissance de mon premier enfant. J'ai écrit ce scénario après la naissance de mon deuxième. Donc, ça mélange les deux expériences et aussi tout ce que j'ai pu brasser comme information dans l'intervalle. Mais moi, j'ai connu une période de dépression postpartum longue durée, non diagnostiquée, quand j'ai découvert finalement ce que vous dites, ce fossé entre ce que j'avais idéalisé de la venue de l'enfant et la réalité. Et puis il y a ce moment fort dans votre BD qui m'a moi particulièrement touchée, c'est à un moment donné Markéta qui est prise d'idées noires, même des idées noires envers son nourrisson. Ce sont des choses qui touchent vraiment à l'intime, des choses qui sont graves et on n'en parle pas assez. C'est des choses sur lesquelles vous souhaitez sensibiliser via cette BD. Oui, ça par exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec mon premier bébé et j'ai découvert longtemps après que ça portait un nom, que ça s'appelle les phobies d'impulsion, que beaucoup de femmes en connaissent en phase de postpartum, que ça ne veut pas dire... je crois, selon les études Voilà, donc françaises. C'est énorme, ça ne veut pas dire du tout que c'est suivi d'un passage à l'acte. Simplement, moi, j'étais persuadée d'être la première personne à les vivre. Évidemment, ça rendait le fait de le partager, ne serait-ce qu'avec le papa, absolument impossible. Je me suis dit que sinon, plus jamais il ne me laisserait seule avec mon enfant. Et j'ai trouvé ça important de le faire figurer pour dire à toute jeune mère, si tu vis ça, t'es pas la seule. Et c'est pas grave, c'est juste quelque chose que tu vas traverser et ça va s'arranger. Et justement, comment trouver là où la place pour le ou la partenaire dans ce postpartum? C'est aussi, on le voit avec le compagnon de Markéta qui est doux, qui se rend pas finalement bien compte de ce qu'il joue, mais qui, malgré lui, le vit à travers elle.
En fait, Markéta, elle fait un bébé avec un papa qui a déjà 2 enfants d'une première union. Et ça vient appuyer sur le syndrome de l'imposteur qu'elle ressent parce qu'elle a l'impression que l'instinct maternel qui tarde à venir chez elle, finalement, son compagnon l'a. Mais je crois que le rôle des partenaires est capital et qu'il faut qu'il y ait une répartition des tâches, qu'il faut qu'il y ait un soutien pour la logistique et aussi pour les difficultés psychologiques. Et comment arriver à traverser cette période de postpartum finalement? C'est quoi votre conseil à toutes les mamans qui liront ça ou même les conjoints qui n'y connaissent pas grand-chose en amont? C'est de ne pas se mettre la pression, d'essayer de s'affranchir de ces injonctions, d'être tolérante et bienveillante avec soi-même en se disant que la mère est la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour son enfant et qu'ensuite chaque chose prendra le temps qu'il faut et que ça ira bien. Et justement pour finir, sur les réseaux sociaux, la parole s'est libérée aussi. Qu'est-ce qu'elle dit cette parole? Il faut aller plus loin, il faut trouver ces espaces pour dire les choses? La libération de la parole, ça va dans le sens du partage d'expériences et tout ça, pour moi, ça dit que qu'on est plus fortes, toutes, de ce qu'on partage et que celles qui ne sont pas capables de communiquer, elles peuvent trouver du réconfort et être consolées parce que d'autres partagent et qui ressemblent à leur vécu. Alors la parentalité, c'est un petit peu un fil rouge dans vos créations. Alors, je crois que vous avez amené 2 livres qui vont bientôt sortir. Oui. J'ai ici Hystérique qui sort début juin et Linéa Nigra qui lui est paru au mois de mai. Et l'idée de ces 2 romans, c'est toujours la même chose finalement, c'est qu'on ne naît pas mère, qu'on le devient. Et mes personnages sont des femmes et je mets en scène leur rapport à la maternité. Être mère, ça prend du temps et chacun fait comme il peut. Merci beaucoup Sophie Andreasen d'avoir accepté notre invitation. On passe maintenant à notre rubrique emploi coup de projecteur ce matin sur un métier, le métier d'assistant juridique. Faut que je le rappelle, elle m'a dit qu'elle allait chercher. Je m'appelle Christelle Luzardi, j'ai 49 ans et je suis assistante juridique en droit public, droit fiscal et droit immobilier. Au quotidien, on fait beaucoup de secrétariat, tout ce qui est frappe, et on fait beaucoup d'assistanat. Mais assistanat dans le sens propre du terme, où on assiste vraiment les avocats en tout. Je prépare les dossiers de plaidoirie, je prépare au-delà de ça des pièces pour tout ce qui est consultation. Alors là, j'ai récupéré des fiches clients pour la création de nouveaux comptes clients dans la base de données. La relation avec les avocats, c'est-à-dire qu'ils me sollicitent pour plusieurs tâches pour un dossier, que ce soit pour les pièces, pour les emails, pour répondre aux emails, pour répondre aux clients par téléphone, pour contacter les clients quand on a besoin de documents. Je me permets de vous appeler. Donc en fait, il n'y a pas de compte. En fait. On fait d'abord les notes et ensuite on fait les modifications, on l'élabore, on la complète, on la remodifie, on la remodifie jusqu'à ce que ce soit la note parfaite. Il faut avoir une certaine rigueur. Rigueur, écoute, loyauté et on va dire quelque part fidélité. Je n'aime pas travailler bêtement. J'aime bien comprendre ce que je fais et aussi j'aime bien apprendre. Donc j'apprends tous les jours. J'ai la chance de travailler avec des personnes brillantes, voire excellentissimes. Et ce sont des sources de savoir, donc c'est un bonheur de travailler avec eux. Il faut qu'on soit à l'écoute des clients, il faut qu'on puisse les satisfaire au mieux, c'est hyper important. Parce que s'il n'y a pas de lien qui se crée avec les clients, en fait les clients, ils partent. Il faut avoir l'envie de relever des défis, d'être compétiteur en fait. Il faut savoir aussi être à l'écoute. Écouter, entendre ce qu'on vous dit, mais surtout écouter ce qu'on vous dit. Et être très humain. Il y a des challenges à relever tous les jours et je crois que j'ai pas fini d'accomplir ma tâche. Donc j'en ai encore pas mal à relever. C'est le métier d'assistant juridique. Pour plus d'infos, Séverine Braxel est avec nous en visio. Bonjour Séverine. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Combourg. Dans quel type de structure finalement exercent les assistants juridiques ?
Alors, dans le portrait qu'on va te voir, Christelle travaille chez des avocats, mais on peut travailler chez des notaires, chez des huissiers, dans pas mal d'entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, puisque le contact juridique, en fait, est très vaste. Vous voyez, par exemple, à Pôle emploi, on a des assistants juridiques, tout simplement. Et quelles sont les formations qui existent pour apprendre le métier ? Alors, les formations, il y en a au niveau bac, il y a un titre professionnel de secrétaire assistant juridique qui se fait à Quimper d'ailleurs, mais généralement c'est plutôt bac plus 2. On va conseiller plutôt le bac plus 2, donc BTS, mais également des UT, des titres professionnels de bac plus 2. Il y en a un à Saint-Malo d'ailleurs. Et puis quelques bac plus 3 également qui sont tout à fait possibles, donc des licences professionnelles et généralement très spécialisées puisqu'on peut se spécialiser dans le droit du travail, dans le droit des assurances, de l'immobilier, etc. Et c'est un secteur qui recrute en Bretagne et pour quel salaire ? Alors, en Bretagne, il y a à peu près, sur notre site, il y a à peu près 70 offres en permanence, j'ai envie de dire, surtout dans des cabinets et dans des grandes entreprises. Les salaires, on va dire entre 1700 et 2003, mais vous voyez, la fourchette est très large parce que ça va dépendre de l'entreprise où vous êtes. Et selon les spécialités que vous avez, vous pourrez prétendre à un salaire plus ou moins élevé, évidemment. Alors Christelle le disait, il faut de l'écoute, de la loyauté. Quelles sont les qualités humaines qui serviront d'atout pour les candidats au poste ? Vous avez compris que c'est un lien. Cette personne est un véritable lien entre les clients et les professionnels ou l'entreprise. Et donc, il faut vraiment être en capacité qu'on vous fasse confiance. Et je pense que la notion de confiance, de loyauté, elle a parlé de loyauté, ça me semble très important. Et puis aimer apprendre à se mettre toujours au courant des nouvelles lois dans le domaine où on est, évidemment, et les capacités rédactionnelles, les capacités également de comportemental, j'ai envie de dire, puisqu'on représente une entreprise, quelle qu'elle soit, on la représente. Merci beaucoup Séverine pour toutes ces précisions. À la prochaine. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Saint-Brice-en-Cogle où nous attend Evan. Ce qui est chouette ici au château du Rocher-Portail, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille. On va vous montrer ça. Et il y a même des super glaces. Merci. Petite glace artisanale. À la framboise, ma préférée. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop. Alors Manuel, parlez-nous un petit peu de ce pavillon du jardinier fraîchement restauré. Alors oui, on vient de refaire la toiture à l'impérial, qui est une des premières en France, après les Tuileries. Ardoise au clou, en écaille. Et donc là, voilà, il est reparti pour plus d'un siècle à l'abri. Et ce pavillon va servir de magasin pour vendre des glaces. Des glaces, des cookies, on pourra manger à l'extérieur, voilà, pour passer une bonne après-midi. Donc en plus avec un goûter, des glaces, des super produits. Et ouais, et alors justement, depuis qu'on est arrivé, on a parlé du château, on a parlé des jardins. Mais il n'y a pas que ça à faire quand on vient au château du Rocher-Portail. Non, voilà, on essaye vraiment de proposer... Venez là, on va laisser passer Fabrice. Oui, on est vraiment obligé on propose une offre ludique pour les familles pour qu'ils passent un bon moment l'après-midi. Donc on a développé, alors, ça s'est accéléré aussi avec le Covid, en fait, toute une offre de jeux extérieurs. Là, on est dans le bois, juste à l'arrière du jardin. Et du tir à l'arc. Du cricket, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, d'ailleurs on a des petits lapins, les enfants peuvent participer à donner leur goûter. En saison aussi, on lit des contes, justement, Alice, on dit au potager des merveilles. Et on a aussi développé dans le bois tout un circuit, un jeu de piste pour sensibiliser les enfants à la faune locale. Donc il y a des photographes qui ont pris le martin pêcheur, qui est vraiment un superbe oiseau qu'on peut admirer sur l'étang. Des observatoires pour voir les écureuils et autres. Et la nouveauté, cette année aussi, on a développé on a mis en place un pont de singe pour que les enfants jouent, passent une super après-midi. Donc là, c'est voilà, en gros, on passe une après-midi complète avec le goûter, les glaces et autres, la visite, les jeux. Enfin, il y a vraiment de quoi faire pour la famille. Pour toute la famille. Rappelez-nous, le château, il est ouvert tout l'été, j'imagine? Voilà, il est ouvert. Là, en ce moment, nous sommes ouverts tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le vendredi. Et en juillet et août, tous les jours de 10h à 18h. Et on peut faire des visites guidées? Visites guidées, visites libres. Il y a les nocturnes les mercredis soirs. On finit un feu d'artifice. Enfin voilà, il y a pour de quoi faire. Un feu d'artifice, ouais, 6 feux d'artifice dans l'été, ouais, tout à fait. Bon, je vous laisse ma glace, le temps d'aller faire le pont de singe. Ouais. Ah bah oui, en tant qu'à faire d'être là, moi j'ai en profité. Allez, on se retrouve très vite, peut-être cet été, pour voir le feu d'artifice. En tout cas, je compte sur vous pour venir visiter le Château Portail dès que vous en avez l'occasion. Je file. À tout à l'heure, Manuel. À tout à l'heure.
Amuse-toi bien, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Demain, dans Ensemble c'est mieux, il sera question de l'endettement dans notre dossier du jour. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain. Merci.